Bonjour à tous. Salut. Bonjour à tous. Bienvenue du coup dans cet amphi de révision, donc sur la première partie du cours de statistique et apprentissage. Donc ici on va s'intéresser à la partie statistique plus qu'apprentissage. Vous en doutez que la partie apprentissage c'est plutôt ce qui nous intéresse chez les automatants. Salut. Alors on va essayer de revoir un petit peu les points essentiels du cours, surtout. Il y a des choses un peu trop théoriques que je ne vais pas traiter, donc je ne traiterai pas l'intégralité du cours, mais les 90%, surtout les 90% qui vous permettront de bien commencer dans vos révisions et de comprendre en tout cas de quoi ça parle. J'aime pas m'en tenir que au cours parce que souvent on perd un peu de vue le sens qu'il y a derrière. Donc je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu le sens qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que je fais cet amphi, c'est parce que les statistiques c'est quelque chose que je trouve un peu plus passionnant que ça en a l'air. Ce micro est très mal placé, c'est pas grave. Alors parlons-en un petit peu du sens qu'il y a en dessous. Un petit peu entre les lignes, il y a deux courants de pensée qui sont dans ces statistiques, parce que les statistiques, quand on y pense, qu'est-ce que c'est? C'est prendre des données, donc des informations, et en tirer des théories, en tirer du coup des choses qu'on tient pour vraies, des choses objectives. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on fait tout le temps en sciences. C'est pour ça que c'est un cours assez intéressant, le cours de statistique, parce que si vous faites de la recherche dans un domaine, ou peu importe en fait, vous allez toujours rencontrer les statistiques, parce que c'est elles qui vont vous permettre de dire si vos résultats veulent dire quelque chose, si vos mesures veulent dire quelque chose, ou si non. Et pour ça, il y a deux courants de pensée principaux. Donc c'est le fréquentisme et le bayésianisme. Le fréquentisme, ça va être, les statistiques un peu classiques que vous connaissez tous, hein, c'est là où on va faire tout ce qui est variance, avec tout ce qui est variance, calcul de moyenne, etc. En fait, le fréquentisme, on va considérer que ce qui est scientifique, c'est que ce qui peut être répétable, ce qui peut s'étudier plusieurs fois. Et donc on va regarder des événements qui se réalisent, qui vont se réaliser plusieurs fois, et à partir de ça, on va pouvoir dire si des choses sont vraies ou fausses. Donc en observant des fréquences, on va essayer de trouver la théorie. Donc la meilleure théorie, ça va être la théorie qui va maximiser cette expression-là. Cette expression-là qu'on appellera plus tard la vraisemblance. La vraisemblance, c'est la probabilité d'avoir eu ces données-là, sachant cette théorie-là. Et on va trouver la théorie qui maximise cette vraisemblance. Donc la probabilité d'avoir eu ces données-là dans cette théorie-là. Okay. Le bayésianisme, c'est un peu différent. On va observer des événements, pas forcément des fréquences, des événements, et on va comparer toutes les théories, en fait. On ne va pas juste considérer qu'une théorie est vraie ou fausse, on va considérer que toutes les théories sont plus ou moins vraies, avec une probabilité entre 0 et 1, strictement entre 0 et 1. Et on ne va jamais considérer qu'une théorie vaut 1 ou qu'une théorie vaut 0 en probabilité. Et donc on va comparer ces crédences des théories, et notamment avec la formule de Bayes. Donc on va calculer la probabilité d'avoir que la théorie soit vraie, sachant les données qu'on a observées, donc avec la formule que vous connaissez, probablement, et qu'on redétaillera peut-être plus tard. Donc ça, c'est un peu ce qu'il y a derrière. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on voit en cours? Donc dans le fréquentisme, comme je l'ai dit, on va étudier des données. Des données, ça va être quoi? Ça va être une variable aléatoire qui va se réaliser. Donc on va dire que à chaque fois qu'on va obtenir une donnée, on va dire que c'est une variable aléatoire un peu générale qui s'est réalisée à un point. Et on va l'observer plusieurs fois, cette variable aléatoire. Plein de fois, en fait. Ces petites flèches-là, c'est ce qui traduit un petit peu le IID que vous voyez dans les exos si vous en avez regardé un jour. Donc le IID, ça veut dire qu'elles sont indépendantes et identiquement distribuées. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'elles sont toutes la réalisation d'une variable aléatoire de même loi et qui sont indépendantes. Ça, c'est assez important pour le fréquentisme parce que on va vouloir étudier des fréquences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, à partir de ça, vouloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver la meilleure théorie. Alors, vous vous doutez bien que trouver la meilleure théorie, comme ça, c'est très difficile à quantifier. Et c'est même impossible un petit peu à quantifier comme ça, de comparer toutes les théories. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est du fréquentisme paramétrique. Donc, on va se placer avec un paramètre, et on va dire que notre théorie, elle va dépendre d'un paramètre θ, donc on va prendre un modèle, et on va essayer de trouver le paramètre θ qui va maximiser, comme on disait, la vraisemblance de ces théories paramétriques. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans tout le cours. Donc les modèles ici, un modèle paramétrique, c'est ce qu'on va voir dans toute la suite, c'est en fait un ensemble de densités de probabilités, donc qui sont toutes paramétrées par un θ. Ne vous inquiétez pas, on verra des exemples tout à l'heure. Le bayésianisme, c'est un peu différent, comme je disais. Donc là, on s'intéresse plutôt on va utiliser la formule de Bayes pour inverser la tendance et s'intéresser à la probabilité d'avoir une théorie, sachant qu'on a eu des données, qu'on a observé des données, donc des événements, fréquents ou pas. Et pour ça, on a tous ces termes monstrueux qu'on va détailler. Donc le premier terme, ça va être, comme on dit, la crédence de la théorie, sachant qu'on a vu les données.
Le deuxième ici, c'est, vous le reconnaissez peut-être, c'est celui qu'il y a dans le fréquentisme et qu'on cherche à maximiser dans le fréquentisme, c'est la vraisemblance des données, sachant justement cette théorie, dans la théorie dans laquelle qu'on étudie. Donc ça, c'est le terme qu'on va maximiser dans le fréquentisme. Et on va multiplier ça par un préjugé qu'on a à cette théorie, en fait. Donc c'est le préjugé qu'on avait en la théorie avant d'avoir observé les données. Et ensuite, on va comparer ça donc, à toutes les autres théories alternatives, donc en utilisant la formule des probas totales en bas. Donc on regarde toutes les théories alternatives et on va comparer, pareil, le produit des vraisemblances et des préjugés. Donc en bayésianisme, ce qui va être intéressant, c'est de voir que la crédence d'une théorie, elle va être relative aux autres théories, donc, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que nous, pareil, dans le cours, on va s'intéresser à un bayésianisme qui est paramétrique, parce que sinon, ce serait trop chiant. Et donc, on va poser que nos paramètres, que tout à l'heure on avait fixés hein, dans R, ou par exemple, si on prenait, je sais pas, si on pense à une loi normale, un fréquentiste, il va vous dire, vous avez une loi normale de paramètre mu sigma, donc c'est variance moyenne, et pour un bayésianiste, vous allez dire que ces paramètres-là, en fait, on n'est pas non plus sûr qu'ils soient exactement fixes, comme ce qu'on dirait. Et donc, ils vont aussi suivre une loi, ils vont eux aussi suivre une distribution. Et donc, c'est ces espèces d'enchaînements qu'on va voir. Donc, par exemple, une loi normale centrée réduite, ou peu importe. Donc, nos paramètres ici vont aussi suivre des lois, et on va s'intéresser à considérer toutes les éventuelles valeurs que ce paramètre peut prendre, et ça va nous faire une densité de paramètres θ. Donc vous avez une densité, par exemple, imaginez que vous êtes quasiment sûr que, justement, là, votre mu, par exemple, vous êtes quasiment sûr qu'il est à 0, parce qu'en fait, si vous regardez un axe avec les probabilités, là vous avez votre densité, vous avez quelque chose de centré réduit, vous êtes quasiment sûr, entre guillemets, que votre mu est environ autour de ça. Et on va voir qu'on va pouvoir faire évoluer, du coup, ces densités. Donc, avec les données qu'on observe, on peut faire évoluer cette distribution, qui, par exemple, au début est normale ou uniforme, ou peu importe, selon le préjugé que vous avez. Et on va faire évoluer cette distribution avec la vraisemblance, justement, des données. Donc ça, c'est une des formules importantes qu'on utilisera tout le temps en exo, en fait. Le terme en bas, là, c'est le terme de normalisation. Il est extrêmement chiant à calculer. Donc, c'est une intégrale, de toute façon, tout simplement. Et en général, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le calculer. On verra ça tout à l'heure. En général, on a juste besoin de considérer des relations de proportionnalité, parce qu'en fait, tout ce qui sert à faire, ce terme, c'est normaliser notre fonction pour qu'elle représente bien une probabilité. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc ici, avec les termes, donc ici, c'est la densité de paramètres θ, sachant les données. Ici, la vraisemblance de données dans notre modèle de paramètres θ. Et ici, les densités de paramètres a priori. Bon. Est-ce que ça va pour l'instant? J'ai été clair un petit peu sur les deux façons de penser. Donc la façon fréquentiste, façon bayésienne, c'est un peu les deux façons. Donc c'est deux modèles paramétriques à chaque fois, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et donc voilà. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est construire des estimateurs. Des estimateurs de ces paramètres, justement. Parce qu'on veut trouver, en observant des données, on veut s'approcher de ces paramètres-là, qu'on a supposés étant vrais. Donc une des méthodes, qui est la méthode la plus simple, en fait, pour trouver un tel estimateur, c'est la méthode des moments. Alors, je trouvais une brosse quelque part. Oui, ici. Je vais effacer ceci. La méthode des moments, c'est assez simple en soi. Ça consiste tout simplement à dire que la moyenne, ça va être environ égal à la moyenne empirique. C'est des stats, hein, surtout du fréquentisme. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va dire que l'espérance, par exemple, théorique, sera environ égale à l'espérance empirique. Comment ça va se traduire? Par exemple, si je prends x1, xn, des lois qui suivent, qui sont identiquement distribuées et indépendantes, donc IID, ce qu'on disait, fréquentiste, donc des fréquences. On va considérer qu'elles suivent toutes, par exemple, une loi, je vais prendre l'exemple peut-être à une dimension, une loi géométrique de paramètre P, si vous vous souvenez ce que c'est qu'une loi de géométrie. Et on va essayer d'estimer, par exemple, ce paramètre P en observant des données. Donc on va observer des réalisations, des x1, etc. Et on va vouloir estimer notre paramètre P. Alors comment est-ce qu'on va faire? On sait que l'espérance théorique de n'importe laquelle des xi, c'est égal à 1 sur P. Et on va dire que cette espérance théorique, c'est environ égal donc, à 1 sur n fois la somme des, pour i allant de 1 à n, des xi. En l'occurrence, c'est juste la somme, enfin l'espérance empirique. Ok? Donc ça, c'est la méthode des moments d'ordre 1. Cette méthode des moments, évidemment, elle s'étend à la variance et elle s'étend à tous les moments d'ordre P en général. Donc, et ça vous donne un système d'équations
avec x inconnu, où vous avez à chaque fois le moment qui sont égales à la somme des xi puissance p, donc avec le moment. On peut prendre l'exemple de la loi normale, par exemple. Si on prend yn, yn identiquement distribué, n'hésitez pas si vous avez des questions, en fait, parce que j'avance là, mais... identiquement distribués qui suivent une loi normale de paramètres mu et sigma. Alors, comment est-ce que je vais estimer mu, par exemple? Je sais que l'espérance de ma variable aléatoire y est égale à mu, et on va dire qu'elle est environ égale, du coup, à l'espérance empirique, donc 1 sur n. Bon, je ne vais pas le réécrire encore, parce que ça, c'est égal à x bar, ou xn bar. Donc je ne vais pas le noter à chaque fois 1 sur n sin dxi, c'est tellement courant que voilà. Donc égal à l'espérance empirique. Donc ça nous donne un estimateur. Les estimateurs, souvent, on les note mu chapeau. On a ceci. Donc notre estimateur ici qui va tendre éventuellement, quand on aura beaucoup d'exemples, vers notre paramètre que l'on cherche. Le moment d'ordre 2, du coup, on va vouloir calculer l'espérance donc de y au carré. Comme on l'a dit, c'est égal à 1 sur n fois la somme des xi au carré. Et donc vous pouvez trouver la variance avec ça, la variance que vous connaissez théoriquement. Donc la variance théorique de y est égale à sigma carré, qui est égale du coup à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x et tout au carré. Et donc là, il vous suffit de remplacer par ici, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ici, là, ici la moyenne des xi, et ici, tout simplement le terme qu'on vient de mettre ici. Ça va pour la méthode de moment, vous avez compris? Donc on fait ce système, on a qu'à chaque fois les espérances de x puissance p sont égales à 1 sur n fois la somme des x puissance p, et on va considérer du coup trouver cet estimateur comme ça. Donc ici on a notre estimateur de sigma, pour trouver notre autre paramètre. Ensuite il y a une autre méthode qui est un peu mieux, mais un peu plus chiante en calcul, c'est la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, la méthode du maximum de vraisemblance, on va justement, comme on le disait tout à l'heure, essayer de maximiser la vraisemblance. La vraisemblance, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on va appeler grand L. Ça va être le produit, pour chacune des expériences, pour chacune des données qu'on a eues, de la densité évaluée en xi. Alors la densité d'une loi normale, j'imagine que vous la connaissez. Donc ici, ça nous fera le produit pour i allant de 1 à n, d 1 sur racine de 2 pi sigma 2. N'hésitez pas si vous avez des questions. Exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2. Et là, c'est un xi. Mais comme vous voyez, c'est chiant à maximiser, parce que c'est un produit. Et quand on a un produit, du coup, généralement, on ne va pas s'intéresser à la vraisemblance, mais plutôt à la log vraisemblance. Parce que si on maximise la log vraisemblance, on maximise aussi la vraisemblance. Et donc on va noter petit l, ça va être ln de l, qui va être du coup la somme pour i allant de 1 à n des logs de ça. Donc bon, ici. Je vais aller faire le calcul à la main. Donc des logs de 1 sur racine de pi sigma 2 plus, moins plutôt, moins xi moins mu au carré sur 2 sigma carré. Et ensuite, quand vous développez, vous obtenez quelque chose de plus intéressant, éventuellement. Vous obtenez n moins n log moins n sur 2, même log de pi sigma carré, et moins, du coup, la somme ici des i. Donc cette quantité-là, vous allez vouloir trouver quand est-ce qu'on la maximise. Donc pour ça, c'est assez simple, vous la dérivez, vous trouvez où elle s'annule,
Ensuite, vous la dérivez 2 fois, vous vérifiez bien que la dérivée seconde est négative là où elle s'annule, et donc vous avez bien trouvé un maximum, tout simplement, de votre fonction. Et ici, si on faisait... on peut faire les calculs. Donc ici, à particulier, vu qu'il y a 2 paramètres, et pas un seul, vous allez tomber sur quand vous allez dériver exactement, vous allez avoir une dérivée par rapport à chacun des paramètres, donc un gradient. On va le faire, ça va être plus clair. Donc une fois que j'ai ma log vraisemblance ici, je vais tout simplement dériver par rapport... Je vais trouver le gradient de ma log vraisemblance, qui va être ici égal à... Donc si je dérive par rapport à mu, qui est mon premier paramètre, il n'y a que ce terme-là dégage, et il n'y a que ce terme-là. Donc ça nous fait la somme, les deux partent ensemble, et il reste des xi moins mu sur 2 sigma carré, égal en 2 par n, qui est égal à 0. Oui, ça on verra plus tard. Et en dessous, donc si vous dérivez cette fois-ci par sigma, vous obtenez, alors, les deux partent ensemble, donc moins n sur 2pi sigma 2, et ici, vous obtenez... Oui? Mieux? Et ensuite, ici, c'est vrai que j'ai écrit un peu petit, désolé. Pour au fond, ça doit être horrible. Désolé. Donc, moins n sur 2pi sigma 2. Et ensuite, vous dérivez ce terme ici, donc vous avez le terme de la somme reste tel qu'elle est. C'est une constante, multipliée par... Donc là, les deux partent ensemble, pareil. Donc il reste plus 1 sur sigma 3. Somme des i moins mu au carré. Et donc on va vouloir annuler ces termes. Donc en annulant le terme en haut, vous remarquez qu'on retrouve mu est égal à la somme des xi divisé par n. Vous pouvez le faire le calcul, c'est très simple à partir de là. Donc vous trouvez que vous résolvez ça. Et ensuite vous allez retrouver aussi que sigma est égal à ce qu'on obtiendrait avec la méthode des moments. Donc à partir de là, je pense que vous pouvez vous débrouiller. Vous voulez que je finisse ou pas le calcul là? Je prends ça pour un non. Donc voilà, après il vous suffit de résoudre le système et vous obtenez vos estimateurs du coup pour sigma et pour mu. C'est simple que ça. Donc ça c'est les méthodes de maximum de vraisemblance. Donc c'est ce qu'on disait, nos estimateurs, donc là l'estimateur pour mu et l'estimateur pour sigma, ça va être l'argument qui va maximiser du coup la vraisemblance. Oui? Alors ici j'ai dérivé par rapport à mu. Excuse-moi. Donc là j'ai dérivé par rapport à mu sur la première ligne. Et ici là j'ai dérivé par rapport à mon autre paramètre, donc sigma. En fait, vous faites le gradient tout simplement. C'est le gradient en fonction des deux paramètres. Vous êtes dans un espace à 2 dimensions. Donc le gradient, il aura deux coordonnées. Et la première, selon votre première coordonnée. Donc là, j'ai pris mu. Et la deuxième, selon votre deuxième coordonnée. Mais ça revient au même si vous inversez les deux, évidemment. J'ai appuyé sur quelque chose, c'est ça? Oui. Ça, c'est pour plus tard. Je vais revenir sur le diapo. Pardon. On était là. Donc ça va pour les deux méthodes ici. En vrai, c'est des méthodes ultra classiques qu'on vous demandera avec une probabilité très haute dans les devoirs. Elles sont très présentes dans les exos. Donc n'hésitez pas à vous entraîner une fois ou deux à le faire. C'est pas très compliqué et ça vous donnera sûrement des points. Oui? Ici? Parce que mon estimateur, j'ai fait mon estimateur en fonction de sigma, du coup, mais c'est vrai que ça reviendrait... Est-ce que ça reviendrait au même, vraiment? Normalement, oui, tu devrais retrouver le même estimateur, mais... Normalement, tu dérives juste par rapport à ton estimateur, mais pourquoi par rapport à sigma carré? En vrai, je sais pas si ça change quelque chose, pour être franc. Donc, il faudrait tester. Mais pour le coup, dans un sens, peu importe. Le but ici, avec le maximum de vraisemblance, vous allez toujours retrouver à peu près le même paramètre. Donc non, c'est... Non, c'est bon, c'est pas... En fait, si tu dérives par rapport à sigma 2, tu auras exactement le même résultat, en fait. Parce que si... Oui, il faudrait faire les calculs, mais je suis quasiment sûr que les termes se compenseraient et que ça arriverait au même résultat. Ensuite, on va vouloir trouver des estimateurs bayésiens.
Alors les estimateurs bayésiens, c'est un peu différent, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on pense bayésien, on commence par un préjugé. Donc il va falloir déjà qu'on ait un préjugé sur notre estimateur. Donc il y a un des exos qui est pas trop mal pour ça, dans le poly, c'est celui de la roue de la fortune, là. Celui de la roue de la fortune, ou d'ailleurs on peut même le changer. Et par exemple, on pourrait faire, imaginez que vous voulez estimer la note de quelqu'un, la note d'un camarade à vous. Donc a priori, vous n'avez pas de préférence, vous ne savez pas si c'est complètement chié ou s'il a complètement réussi. Donc vous vous dites, bon, c'est à peu près uniforme sur 0,20. On pourrait prendre une loi normale, ça ne changerait rien, ça me simplifierait juste pas la vie au niveau des calculs. Du coup voilà. Donc je vais considérer par exemple que la note de mon collègue, elle est, donc je vais l'appeler θ. Elle va suivre une loi uniforme entre, bon je pourrais prendre 0 et 20, mais je vais prendre 0 et 1, ça va me simplifier pareil encore dans les calculs. Vous pouvez, en vrai, si vous calculez le rapport de 20 sur 20, au final ça vous fait 1, hein. Pourquoi pas, hein. En vrai c'est un changement de variable près, c'est la même chose. Donc on va prendre que notre note elle est entre 0 et 1, donc 1 si on a 20 sur 20 et 0 si on a 0 sur 20. Et donc ça c'est la note que mon collègue a eue. Et par contre, les données qu'on a éventuellement, on sait juste si ses potes ont eu plus que lui ou moins que lui. Donc on sait qu'il y a X de ses potes qui ont eu plus que lui et, par rapport aux autres. Donc imaginons qu'on nous donne que X de ses potes ont eu plus que lui. Notre distribution du coup de X, sachant θ, donc ça va dépendre de lui évidemment, ça va être une loi binomiale de paramètres n. Donc si on prend qu'on a les informations sur n de ses potes, et parmi n de ses potes, il y en a x qui ont eu plus que lui. Donc le paramètre de la loi binomiale ici, c'est sa note à lui, donc θ. Donc comme vous voyez, il y a x ici dépend de θ, la distribution de mes données, entre guillemets, mais les données que j'ai obtenues dépendent explicitement de θ, et donc elles vont pouvoir me donner une information sur θ par la formule de Bayes. Donc là, je vais l'appliquer, la formule de Bayes. Donc je vais la rafficher, elle doit être là, incroyable. Donc, comme je vous l'ai dit, on va ignorer le terme de normalisation parce que généralement ça marche bien et on se retrouve avec des lois qu'on connaît. Et donc le terme de normalisation, en fait, on n'a pas vraiment besoin de le calculer en soi. Et tant mieux parce qu'il est horrible. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va estimer la densité a posteriori donc de notre θ en ayant observé les données. On va se dire que la densité de notre θ a posteriori, elle va être proportionnelle à produit du coup de la densité de la vraisemblance des données, donc un peu de notre modèle si on veut, et du coup notre préjugé qui était une loi uniforme. Donc ici ça se traduit comment? Déjà ce terme là il va être simple, ce terme là ça va être une loi uniforme sur 0,1, donc ça va juste être une indicatrice de 0,1. Et ce terme là ça va être du coup le résultat des x potes qui ont eu plus que lui, donc ça va être notre loi binomiale, donc ça va être il y en a x parmi n qui ont eu plus que lui, donc avec une probabilité θ, θ puissance x, 1 moins θ puissance n moins x. Et donc quand vous calculez ce produit de probabilité, donc comme il y a une relation de proportionnalité, ça on s'en fiche, parce que c'est que la proportionnalité qui nous intéresse, et on reconnaît une loi usuelle. Alors usuelle, il faut les connaître, en effet, ça vous permettra de simplifier ce genre de calcul. Donc là, si vous reconnaissez une loi bêta, si vous savez ce que c'est. Donc une loi bêta, je le rappelle, une loi bêta de paramètres A, B, c'est une loi qui a la densité, je vais l'appeler B de x. La densité B de x est égale à, donc c'est gamma de A plus B, donc, où gamma est la fonction gamma de l'heure. Ils aiment beaucoup les gamma dans les stats, il y en a partout. C'est une bonne fonction à connaître. Mais sachant que ce terme-là, on s'en fout un peu encore une fois, parce que ça va être une constante de normalisation, comme on l'a dit. Donc ça va être pris dans la constante, fois surtout le terme qui nous intéresse ici, à savoir x puissance a moins 1, b puissance b moins 1, voilà l'indicatrice de 0,1. Donc c'est ça une loi bêta. Et donc là, on reconnaît en fait ce terme-là, qui est ici. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que notre densité a posteriori, elle va suivre une loi bêta de paramètres. On a a-1 est égal à x, donc a est égal à x plus 1.
et on a b-1 est égal à n-x, donc b est égal à n-x plus 1. Alors, et donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que θ sachant x, donc la densité a posteriori, suit une loi bêta de paramètres x plus 1, n moins x plus 1. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va revenir justement sur le truc sur GeoGebra sur lequel j'étais tout à l'heure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand vous allez avoir selon le nombre de succès que vous allez avoir, selon le nombre de potes qui ont eu plus que lui ou moins que lui, vous allez pouvoir savoir avoir une distribution de sa note, entre guillemets. Donc, avoir une estimation de où est-ce que doit se situer sa note, avec une probabilité pour chaque. Par exemple, s'il n'y a qu'un de ses potes, qui a eu plus que lui, attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. S'il y a eu un de ses potes qui a eu plus que lui, non, pardon, s'il y a eu qu'un de ses potes qui a eu moins que lui, justement, on peut estimer que sa note est plutôt basse. Donc vous voyez que la loi bêta, elle va vous donner une densité qui est très proche de des notes basses, en général. Et plus vous allez monter en termes de succès, plus votre loi va être uniforme, quand vous êtes à la moitié, donc à peu près uniforme, et après elle va passer de l'autre côté, donc la loi bêta, la densité de probabilité va passer de l'autre côté s'il y a eu plus au final de gens qui ont eu qui ont eu en dessous de lui qu'au-dessus de lui. Ok? Donc c'est un petit exemple, par exemple. Donc là, j'ai pris une densité uniforme au début parce que ça m'arrangeait, parce que je tombais sur une loi bêta. Mais dans les cas où vous ne tombez pas sur une loi connue, vous êtes obligé de vous taper le terme de normalisation, si vous voulez la loi exacte. Mais bon, s'ils ont pitié de nous en 1h30, ils ne le feront pas normalement. Ah, j'ai éteint comme un connard. Hop là. Donc on en revient ici. Ça va jusqu'ici? Ouais. Ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ici? Moins x? Ah oui, pardon, oui, bien sûr, oui, sinon ça n'aurait... Oui, bien sûr, oui. Sinon ça n'aurait aucun sens, oui. En effet. 1 moins x, excusez-moi, je me suis confondu dans les notations. Puissance b moins 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le reconnaît. Ouais. Parce que sinon on aurait du mal à les identifier, en effet. Oui, bien sûr. Désolé. Les aléas du direct. Bon. Donc ça, c'était pour les estimations bayésiennes. Mais on n'a toujours pas notre estimateur. Pour l'instant, on a juste notre densité... Oui. Ouais, je peux juste expliquer d'où elle sort la fonction gamma. Gamma ici, ça c'est la loi bêta. Ça c'est une loi bêta, c'est une définition si tu veux. Tout ça là, c'est la définition d'une loi bêta. C'est une loi particulière qu'on retrouve assez souvent. Oui. Et la fonction gamma, ça correspond à quoi? La fonction gamma, c'est la fonction gamma de l'heure. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une intégrale dégueulasse. Donc c'est gamma de A, c'est égal à l'intégrale de... ouais, 0 plus l'infini de... Tu peux me le rappeler s'il te plaît? Parce que... c'est qu'il y a un... Ouais. Puissance 1 moins 1 exponentielle de moins t. Moins t, ouais, c'est ça. dt. Voilà. C'est une fonction dégueulasse, mais qui marche très bien et qu'on retrouve très souvent en statistique. Mais comme je disais, de toute façon, tous les termes là devant, ils vont partir dans la constante de normalisation, vu qu'on s'intéresse qu'à des relations de proportionnalité. Donc on n'a même pas besoin de les calculer, en fait, ou même de les considérer, en fait. Et c'est pour ça qu'on sait direct que ça suit une loi gamma. D'ailleurs, on pourrait même savoir, entre guillemets, que la constante de normalisation qu'on n'a pas calculée avant, elle est égale à ça, du coup. Parce que sinon, ça ne serait pas une probabilité, la normalisation ne marcherait pas. D'accord? On va continuer. Ensuite, comme je l'ai dit, pour l'instant, on n'a pas encore notre estimateur bayésien, on a juste calculé une densité de loi a posteriori. Maintenant, pour calculer l'estimateur, il y a plusieurs estimateurs il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus simple, et la façon qu'on demandera de faire de toute façon, c'est l'estimateur bayésien pour le risque quadratique. J'en parlerai des risques tout à l'heure. Et cet estimateur, c'est tout simplement, on va considérer que l'estimateur de θ, c'est l'espérance de la loi conditionnelle de θ sachant x. Donc tout simplement l'espérance. Et donc, cette espérance-là, il suffit qu'on calcule l'espérance de notre loi bêta, ici. Et donc ça nous fera notre estimateur. Sachant que... Ok? Oui?
on voit bien pourquoi c'est ça avec les courbes que tu as faites Ouais. Sur les endroits où la densité est la plus forte. Ouais. En cas général, pourquoi c'est ça? Ça me semble pas très clair. Comment ça dans le cas général? Parce que là, bon, on tombe sur une loi gamma et on voit que le θ il se situe aux alentours des endroits où la densité est la plus élevée. La densité a posteriori. Mais je veux dire, on tombe pas toujours sur une fonction Connu, bêta, oui justement c'est ce que je disais. Quand vous tombez pas sur, parce que là quand on tombe sur une loi particulière, c'est pour ça qu'on peut utiliser la relation de proportionnalité et qu'on n'a pas besoin de calculer le terme de normalisation, donc l'intégrale dégueulasse qu'il y a en dessous. Mais si par malheur vous n'avez pas une loi usuelle quand vous tombez, ce qui est très probable en fait, si vous prenez des cas particuliers en général dans la vie, vous allez très probablement tomber sur en faisant le produit là, vous allez très probablement tomber sur une loi qui n'est pas une loi caractéristique, que vous ne pourrez pas réorganiser les termes pour avoir une loi classique. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé, pour calculer vraiment la densité, de calculer le terme de normalisation et d'utiliser la formule de Bayes telle qu'on l'a vu tout à l'heure, avec le terme de normalisation en dessous. C'est pas ça que je demandais, c'est plutôt pourquoi l'estimateur de θ, c'est l'espérance de θ sachant. Ici, c'est parce que c'est une des propriétés du risque quadratique qu'on verra dans pas très longtemps, donc j'en reparlerai dans pas très longtemps, justement. Mais c'est en gros, ça va être l'estimateur qui va minimiser le risque quadratique. Donc la différence au carré entre ce qu'on veut estimer et l'erreur. Enfin, l'erreur au carré. Mais je reparle tout à l'heure, donc pas de souci. Donc là, vous dites, on a fait des estimateurs, donc c'est bien. On sait comment faire des estimateurs, mais comme vous avez peut-être remarqué, il y a plein de façons de les construire, les estimateurs, et on peut se demander lesquels sont plus ou moins bons. On veut peut-être choisir un petit peu les estimateurs qui sont le plus qui ont des qualités meilleures. Et comment est-ce qu'on va quantifier ça? On va regarder un petit peu toutes les propriétés des estimateurs. La première propriété qui est somme toute importante, c'est la consistance ou convergence, c'est la même chose. Et c'est tout simplement dire que votre estimateur va converger vers ce qu'il est censé estimer. Donc c'est-à-dire que θ va converger vers le vrai paramètre θ. Après, il y a plusieurs façons de converger, vous le savez, en probabilité. Et donc ici, il y a deux types de convergence. Il y a la convergence qu'on va considérer comme une convergence faible. Ça va être une convergence en probabilité. Donc la convergence en probabilité, je le rappelle, c'est que la probabilité que θ tende vers θ est égal à 1, il me semble. Non, c'est presque sûrement ça, c'est pour après. Probabilité que θ moins θ inférieur à epsilon est supérieur à, j'ai un trou, je vais aller voir mes fiches. Oui. Juste la probabilité supérieure à epsilon qui tend vers 0. Qui tend vers 0, c'est ça. Supérieur à epsilon. Oui. Si ça tend vers 0, c'est logique. C'est pour ça. Oui. Là, si j'avais raison en paramètre, ça va arriver Pour la convergence en probabilité, tu veux dire? Là, ouais. C'est parce qu'on l'estimait de façon bayésienne, oui. Si tu veux, ça serait plutôt T étoile le vrai paramètre. Donc le vrai paramètre qu'on cherche à étudier selon une loi. Justement, on sait qu'il doit être à peu près là. Donc par exemple, si tu avais une loi normale, tu pourrais dire qu'il est à peu près là, ce vrai paramètre. Donc si tu faisais une loi normale centrée en quelque chose, donc c'est à peu près là, mais tu n'es pas sûr à 100%. Et donc tu essaies de l'estimer. En fréquentiste, donc avec l'autre méthode qu'on avait tout à l'heure, on disait qu'il était fixé ce paramètre. Il existait et que voilà, on voulait le trouver. Alors que là, on n'est pas vraiment sûr de où est-ce qu'il est en fait, mais éventuellement qu'il existe. Oui, c'est ça. C'est ce serait plutôt la valeur vraie de θ. Le vrai θ que tu voudrais estimer. Donc ici, par exemple, le T étoile ici, ce serait sa vraie note en fait. La vraie note qu'il a eue. Parce que là, ce que tu avais avec θ ici, c'est une estimation de la note qu'il a eue, mais pas sa vraie note au final. Et sa vraie note, c'est celle-là. Et ce qu'on veut ici, c'est qu'avec le nombre d'exemples, donc imagine que tu aies observé tous les gens dans Centrale Supélec, et donc tu as toutes les notes sauf la sienne, tu peux considérer qu'au bout d'un moment, tu vas retomber du coup sur sa note, éventuellement, avec assez d'exemples. Oui. Le fait que j'ai vu on estime θ comme étant uniforme sur 0. C'est totalement un préjugé. C'est totalement arbitraire, c'est totalement un préjugé. C'est justement ça qui est un peu particulier dans le bayésianisme, et c'est pour ça que le bayésianisme
eu beaucoup de mal à se faire accepter dans la communauté scientifique, entre guillemets, c'est parce qu'on injecte des connaissances a priori. Donc c'est pas objectif, c'est quelque chose il y a un préjugé. Mais ce préjugé, quand les données sont précises et quand les données sont significatives, il va se faire effacer de toute façon par rapport aux données. Oui? La définition de θ chapeau en haut là, espérance de θ sachant x, c'est une définition générale ou c'est un exemple encore? Encore une fois, c'est pas un exemple, c'est une définition générale quand on veut minimiser le risque quadratique. Je reparle du risque dans un instant. Donc je reparle du risque dans un instant. Mais c'est ça. Là, c'est pour minimiser le risque quadratique et c'est en général ce qu'on veut faire. Pourquoi? On verra ça quand on fera du machine learning après. Donc dans la deuxième partie qui sera beaucoup plus intéressante à mon goût. Donc sur le machine learning, on va voir pourquoi est-ce qu'on utilise le risque quadratique et les propriétés intéressantes que ça a. Mais j'en reparle à l'instant. Une autre propriété des estimateurs, c'est le biais. Alors, un truc qu'on vous demandera souvent de calculer aussi. Le biais, tout simplement, c'est quand en moyenne, il va tomber un peu à côté. C'est-à-dire qu'il va converger, mais pas exactement. Il va converger à côté. Excusez-moi, je n'ai pas parlé de la consistance forte. Donc la convergence forte, c'est quand ça converge presque sûrement. Donc cette fois-ci, c'est que la probabilité que θ chapeau tende vers θ, étoile, du coup, on va préciser, est égale à 1. Pardon. Convergence presque sûre. Donc ça, c'est convergence forte. Ensuite, oui, je n'ai pas parlé des vitesses aussi. Et quand il y a convergence, si on peut multiplier donc ce qui va définir la vitesse de convergence aussi de notre estimateur vers une certaine valeur, ça va être tout simplement le terme que vous avez en facteur qui va vous permettre de tendre vers une loi quelconque, fixe, qui ne dépend pas de n. On verra ça tout à l'heure dans les exemples de toute façon. Surtout, généralement, ce terme en AN, ce sera très souvent racine de n, parce que ça viendra toujours du théorème central limite qu'on reverra dans un instant pareil, donc dans les exemples. Donc le biais. Le biais ici, on peut le calculer assez facilement. Par exemple, si on reprend l'exemple de la loi normale qu'on avait tout à l'heure, donc on avait une loi normale et on voulait l'estimer. On avait estimé donc pour une loi normale, paramètres mu et sigma, on avait dit que mu chapeau, donc notre estimateur de mu, c'était égal à l'espérance empirique, donc 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n dxi. On avait dit que c'était ça notre estimateur. Et si on veut calculer son biais, c'est tout con, il suffit de prendre son espérance, donc l'espérance est linéaire, donc c'est l'espérance de mu est égale à 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n des espérances dxi. Et les espérances dxi, c'est tous les mêmes, c'est tous mu, donc ici ça fait des mu, et n fois 1 sur n fois mu, donc ça fait tout simplement mu. Donc ici, on voit que notre estimateur, ici, on voit qu'il est sans biais. Parce que la différence entre l'espérance de notre estimateur et la valeur vraie qu'il veut estimer, donc mu, elle est nulle. Donc notre estimateur est sans biais. L'autre exemple qu'on peut prendre, donc toujours avec la loi normale, je peux effacer tout ça. Toujours avec la loi normale, on avait un autre estimateur, c'était celui de sigma, qu'on avait trouvé avec la méthode des moments. On aurait retrouvé le même d'ailleurs avec la méthode du maximum de vraisemblance. Donc si on reprend cet estimateur, on avait estimé que sigma chapeau au carré, donc pour prendre la question, là je le prends au carré parce que ça m'arrange, est égal à 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi au carré moins la moyenne empirique, donc xn bar au carré. Donc, je vais peut-être le développer, ça va être plus simple. Ouais, je vais le développer, ça va être plus simple. Moins 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi, le tout au carré. Donc là, pareil, si vous voulez calculer le biais de cet estimateur, vous en prenez l'espérance. Donc l'espérance de sigma chapeau carré est égale ici, ça on retrouve un peu le même terme. Donc il y a, enfin pas le même terme, non il y a un terme quadratique, donc les espérances des carrés. Et je vais faire une petite parenthèse, vous savez que la variance de x est égale à l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout au carré. Donc là, on va utiliser ça pour calculer les espérances de x qu'on a ici. Donc là, ça fait 1 sur n
somme pour i allant de 1 à n des espérances des xi carré, moins 1 sur n, enfin moins l'espérance de, bon je vais écrire tout simplement, l'espérance de xn bar carré. Donc vous utilisez cette relation ici donc pour calculer les espérances carrées. Donc ici, on obtient, ça c'est égal à mu, ça c'est égal à sigma carré. Donc on obtient que ce terme-là, à chaque fois, il vaut mu plus sigma carré. Donc on fait ça. Qui est égal à du coup mu carré plus sigma carré, moins, le terme de l'espérance ici, il est un peu plus chiant à calculer. Mais si vous développez les calculs, vous avez des variances qui apparaissent. Bon, je vais le faire. Ça va être plus simple que de l'expliquer. Oui, excusez-moi. Et donc là, c'est pareil, mais avec xn bar, qui est aussi une variable aléatoire. Donc vous avez ici moins la variance de xn bar plus l'espérance de xn bar. Le tout au carré. L'espérance de xn bar, on l'a calculé à l'instant. L'espérance de xn bar, c'était l'espérance de mu chapeau. Et donc c'est mu. Vous avez pas compris, ça vous a compris le passage ou pas là? Parce que ça, c'est. Je rappelle que mu chapeau, c'est égal à. Oula, j'ai écrit de la merde en plus. Oui, c'est bon. Mu chapeau, on rappelle que c'est égal à. Justement à xn bar. Donc la moyenne empirique. Donc là, je prends l'espérance de mu ici, c'est ce que j'avais tout à l'heure, donc l'espérance de la moyenne empirique, et donc j'obtiens mu carré. Donc ça fait mu carré pour ce terme-là, plus la variance. La variance de 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n, plutôt de... Pour la somme de 1 à n des espérances... Pardon xi sur n. Comme les variables sont indépendantes une à une, on peut comme elles sont toutes indépendantes, enfin mutuellement indépendantes, pardon, on peut prendre la somme des variances égale à la variance des sommes. Et donc des variances de xi sur n. Et quand vous avez la variance de xi sur n, c'est 1 sur n carré qui ressort. Du coup, là, vous obtenez que c'est 1 sur n carré fois la variance des xi. Et la variance de xi, pour le coup, on la connaît, c'est sigma 2. Donc on retombe sur sigma 2 ici. Et donc ça, c'est égal à quoi au final? Les mu ici vont se supprimer l'un l'autre. Par contre, les sigma carrés, on remarque qu'ils vont rester. Donc ça nous fait sigma carré moins 1 sur n tout court, moins 1 sur n sigma carré. Et donc on voit que cette fois-ci, l'espérance n'est pas du tout égale à sigma tout court, et qu'il y a un biais qui apparaît, qui est ici. Donc si on calcule le biais ici avec cette formule, ça fait l'espérance moins sigma carré. Donc l'espérance moins sigma carré, ça fait ça. Et donc vous avez un biais de sigma carré sur n, moins sigma carré sur n. D'accord? Ce biais, il est particulier parce qu'il est asymptotiquement nul. Donc si vous prenez un nombre d'exemples assez grand, votre biais, au final, il va tendre vers 0, donc c'est pas si grave. Mais il faut savoir qu'il y a des estimateurs qui ont des biais qui tendent pas vers 0 et tout, aussi, ce qui est évidemment beaucoup moins bien. Ça va pour l'instant? Tout ce qu'on a vu depuis le début? Je sais pas si le format vous plaît, mais bon, je fais ce que je peux. Il y a des choses dont on va pas trop parler, mais qui sont quand même présentes dans le cours, et quand même en dessous au final, c'est les régularités. Un estimateur, il peut avoir 4 régularités, donc C1, C4. C'est des propriétés mathématiques du genre dérivée sous l'intégrale ou ce genre de trucs. En pratique, elles sont toujours vérifiées de toute façon, mais elles sont nécessaires pour la suite. Du coup, je les mets quand même là. Donc, il faut savoir que les estimateurs qu'on a, ils vont être considérés comme réguliers selon ces quatre régularités-là. Donc, je vous invite à regarder les polis ou quoi que ce soit si vous voulez voir précisément ce que c'est, mais c'est pas très intéressant en soi, c'est juste des propriétés mathématiques. À partir de ces régularités, justement, on va pouvoir, quand nos estimateurs sont réguliers, on va pouvoir définir des fonctions de score. Donc ici, je vais pas détailler non plus parce que c'est des trucs qui sont un peu trop
théorique, mais pas très intéressant. Donc le score ici, ça va être lié à la vraisemblance. Donc si vous vous souvenez de comment est-ce qu'on a calculé la vraisemblance tout à l'heure, il y avait juste un produit de différence, quoi. Donc là, le score, ça va être la vraisemblance pour une variable aléatoire quelconque. Et enfin le gradient de la vraisemblance, pardon, pour une variable aléatoire quelconque. Je ne vais pas détailler, parce que ça ne sert à rien. Et à partir du score de vraisemblance, on peut définir ce qu'on appelle l'information de Fisher. Donc pareil, grosse artillerie mathématique pour des détails. Je ne vais pas vous détailler des masses non plus, mais si vous voulez vers des exemples un peu plus avancés, il y aura des trucs comme ça dedans. Donc qui est défini par la variance de ce score, donc qui est une matrice, du coup, s'il y a plusieurs paramètres. Et une matrice qui est, quand on a les régularités, qui se calcule beaucoup plus simplement avec cette formule-là. Donc pas, si vous voulez, c'est page 25 dans le poly, si ça vous intéresse d'aller voir les détails là-dessus. Moi, je vais continuer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et que j'ai déjà passé pas mal de temps sur les exemples. Un truc qui est important par contre, et qui justement, ce pourquoi on a défini ces trucs-là et ce pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a une notion pour les estimateurs qui est intéressante, qui est la notion d'efficacité. L'efficacité, c'est défini pour les estimateurs qui sont sans biais, donc comme lui par exemple, les estimateurs qui sont sans biais parce que ça nous permet, les estimateurs ne sont pas tous équivalents en termes de variance. Et plus un estimateur a une variance haute, bah, plus quand vous voulez estimer votre θ, vous allez être loin, entre guillemets. Si vous avez un estimateur qui a une variance qui est très faible, vous allez avoir une description beaucoup plus fine de votre paramètre. Et donc en fait, la variance, ça met une relation d'ordre sur l'efficacité d'un paramètre, et on dit qu'un paramètre est efficace lorsqu'il a une variance faible, le plus faible possible. Et en particulier, il y a le théorème de Cramer-Rao, donc, qui vous dit que cette variance-là, elle ne peut pas être infiniment fine. Au maximum, elle pourrait être fine selon l'inverse du coup de la matrice d'information de Fisher qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est en fait un minorant. C'est juste tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette variance a un minorant, et que ce minorant donc est défini par l'information de Fisher, qui peut ne pas être atteint comme qu'il peut être atteint, justement. Et quand il est atteint, on dit qu'un estimateur est efficace, parce que c'est le plus efficace possible. D'accord? Donc l'efficacité, c'est une relation d'ordre sur la variance qui est minorée par l'information de Fisher, enfin l'inverse de l'information de Fisher, selon le théorème de Cramer-Rao. C'est le genre de questions qui peuvent peut-être venir. Pareil, il y a toutes les... Vous aurez les slides, hein, bien sûr, après. Et à chaque fois que je parle de quelque chose, j'ai mis les références donc dans les pages, si vous voulez creuser derrière pour le poly. Dans le poly. Le risque, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, plusieurs fois. Donc le risque, ça va être une fonction qui va dépendre, ça va être une statistique en fait, qui va dépendre de nos données et de d'autres paramètres. Et en fait, à nos données et notre paramètre, on va donner un coût, tout simplement, donc une erreur, en fait, qu'on peut quantifier d'une façon ou d'une autre. Alors, je peux effacer ça? Ou peut-être ça, je sais pas. Non, c'est ça que j'ai écrit en dernier. Bref, je vais effacer ça plutôt. Le risque qui nous intéresse le plus ici, ça va être le risque quadratique. C'est défini assez simplement, comme ici, là. Donc ça va tout simplement être la norme 2 au carré entre notre estimateur et la valeur vraie. Et notre but, évidemment, ça va être que notre estimateur se rapproche le plus possible de θ, donc de la valeur vraie, et donc de minimiser ce risque-là. Pourquoi est-ce qu'on utilise le risque quadratique? Parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant avec le risque quadratique, c'est qu'il a une décomposition en tant que biais et variance. L'erreur quadratique moyenne, donc le risque quadratique là-bas, l'erreur quadratique moyenne, elle se décompose comme étant la variance de l'estimateur, donc la variance de matrice ici comme là-bas, θ chapeau, plus le biais de θ chapeau au carré. Pourquoi est-ce que cette décomposition est intéressante? Elle sera très utile quand on fera du machine learning, parce qu'elle donne beaucoup de sens à plusieurs notions qui seront le surapprentissage et à l'inverse le biais, donc le sous-apprentissage. Et donc pour l'instant, on n'a pas trop encore dans le cours le sentiment que c'est intéressant et que c'est utile, mais plus tard on verra que c'est une formule qui est très très intéressante. Et donc pour l'erreur quadratique moyenne, tout ce qu'on peut faire, c'est calculer du coup, en calculant le biais et la variance, on peut calculer assez simplement l'erreur qu'on fait, tout simplement. Et une fois qu'on a et justement une des façons de minimiser cette erreur, comme on disait avec l'estimateur bayésien, il y avait une question tout à l'heure sur ça, sur l'estimateur bayésien,
Et donc l'estimateur bayésien, c'est l'estimateur justement qui va essayer de minimiser cette erreur quadratique moyenne quand il est défini comme étant l'espérance de θ sachant x. Mais par exemple, si on avait défini une fonction d'erreur comme étant non pas la valeur absolue, enfin pas la distance au carré, mais juste la distance entre les deux, bah dans ce cas, l'estimateur bayésien qui serait le plus correct, ce serait l'estimateur médian en fait. Donc la valeur médiane de notre distribution. Donc c'est autre chose, quoi. Donc voilà, de la distribution a posteriori. Ensuite, un estimateur, bon, une des propriétés pareil qui est dans le cours, mais pour le coup qui n'est pas très intéressante je trouve, c'est qu'il peut être asymptotiquement normal, c'est-à-dire que tout simplement il va converger vers une loi normale. C'est une des propriétés qu'il peut avoir. La loi normale, on l'aime bien grâce au théorème central limite qu'on va voir dans quelques instants. Donc ça c'était pour les propriétés des estimateurs. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ça? Sur les estimateurs un petit peu, parce que c'est 80% de ce qu'on fait en cours quand même. Ouais. Pas la connaître, mais en fait, comment dire, ton estimateur, quand tu vas calculer son espérance, etc., tu vois que tu retrouves les termes de mu, etc., en fait, parce que tu vas les retrouver les mêmes termes, en fait. Donc, tu n'as pas besoin de les calculer, parce que ça va être une différence par rapport à quelque chose que tu auras dans ton expression. Vu que tu as supposé à la base que ton paramètre suivait une loi ou un modèle quelconque, et donc tu connais déjà ce modèle, entre guillemets. Donc, tu n'as pas besoin de le calculer, mais tu le retrouveras dans ton expression, tout simplement. Comme ce qu'on a fait là, hein, d'ailleurs. Là, on avait bien retrouvé Stigma 2. Voilà, donc j'ai fini peut-être pour les estimateurs. Une fois qu'on a calculé nos estimateurs, etc., on va pouvoir s'intéresser à trouver des intervalles de confiance. Donc des intervalles de confiance, pour ça, on va utiliser le fameux théorème central limite, donc qui est un des théorèmes les plus importants de ce cours, et des statistiques en général. Et on va vouloir construire ce qu'on appelle des fonctions pivotales. Alors une fonction pivotale, c'est quoi? C'est un nom chelou pour ne dire pas grand-chose. Ça va être une statistique, donc ça va être une fonction, si on veut. Ça va être une fonction qui va dépendre de nos données et de notre paramètre. Donc ça va être une fonction aléatoire aussi. Et ce qu'on veut, c'est que cette fonction, elle tende vers une loi z qui ne dépend pas du paramètre θ. Donc qui ne dépend pas de θ. Voilà. Une fonction pivotale, ça va être tout simplement ça. On va voir des exemples dans 2 secondes de pourquoi est-ce que c'est intéressant. On va construire un intervalle de confiance dans 2 secondes. Ensuite, on va utiliser des théorèmes. Je vous invite à regarder les pages 38 et 39 du poly, où il y a tous ces théorèmes-là que je vais citer dans cette bulle. Et c'est une page un peu du Graal de tout ce qui est dans ce passage du cours. Donc il y a tous les théorèmes qui sont alignés de loi forte des grands nombres, de théorème central limite, théorème de continuité, etc. Et c'est des théorèmes qui sont importants à connaître, pour le coup, si vous voulez les appliquer en tout cas pour ce type d'exo. Donc, en utilisant le théorème central limite, la loi forme des grands nombres et le théorème de continuité, on va pouvoir construire notre intervalle de confiance. Plutôt que de vous dire des noms, je pense que je vais plutôt faire un exo et vous montrer. Ça va être plus simple, enfin plus agréable. Alors, je vais prendre un exemple. Classique qu'il y avait dans le TD. Je vais prendre x1, xn, des variables identiquement distribuées. Et indépendantes, qui suivent toute une loi géométrique de paramètres P. Donc comme tout à l'heure, on avait déjà construit des estimateurs là-dessus. Et là-dessus, je vais vouloir appliquer... donc on avait trouvé un estimateur, l'estimateur de P, qui était aussi l'estimateur du maximum de vraisemblance, qui était que P chapeau est égal à 1 sur la moyenne empirique, donc x bar. Nous, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est utiliser le théorème central limite, donc je vais le rappeler. Le théorème central limite vous dit que si vous avez une variance qui est finie et strictement non nulle, pour un ensemble de variables aléatoires identiquement distribuées tel que l'exemple que j'ai pris, alors vous allez avoir que la racine de n fois la moyenne empirique moins l'espérance de votre variable converge en loi vers une loi normale centrée de variance, la variance de votre paramètre.
Pourquoi est-ce que c'est fort? Parce qu'en gros, ça vous dit que à peu près de n'importe quelle variable que vous répétez, donc de n'importe quel chaos que vous pouvez créer, vous allez toujours pouvoir, avec un certain nombre d'exemples, en faire émerger de l'ordre, à savoir une loi normale, qu'on connaît très bien. Donc ici, si je l'applique à mon exemple, ce que ça me dit, c'est que x bar ici, donc la différence entre x bar et l'espérance de x, donc ici l'espérance de x, ce sera 1 sur p, tend vers une loi normale de paramètres 0 donc, et de variance 1 moins p sur p carré, qui est la variance d'une loi géométrique. Mais ça, c'est pas ouf pour construire des intervalles de confiance, parce que y a un terme ici qui dépend explicitement de mon paramètre, que je ne connais pas. C'est pour ça que je le cherche. Et donc, c'est pas hyper pratique pour construire des intervalles de confiance. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le passer de l'autre côté, en divisant par ce terme-là au carré. Donc, on va normaliser notre loi. Donc, on va retomber sur une loi normale centrée réduite. Je vais la laisser quand même comme ça. Hop. Je vais réécrire en dessous. On peut s'en sortir aussi. On peut le passer de l'autre côté. Le p carré, je vais le faire passer en haut. Et, il arrive ici, du coup. Le racine de p carré, pardon. Donc ça converge en loi vers une loi normale centrée réduite. Mais c'est toujours pas très pratique. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours pas très pratique? Parce qu'on a toujours un terme en P qui est au dénominateur ici, qui va nous empêcher de construire des intervalles de confiance. Les intervalles de confiance, c'est des inégalités, et manipuler des inégalités avec le même truc en haut et en bas, c'est un peu chiant. Du coup, on va utiliser les théorèmes de Slutsky et la loi forte des grands nombres, et le théorème de continuité, par exemple, pour appliquer le théorème de Slutsky, pour simplifier ça et obtenir la fameuse fonction pivotale. Parce que là, pour l'instant, cette fonction est une fonction pivotale, parce que comme on le disait, c'est une fonction de x et de θ, donc ici mon θ c'est p, mon paramètre c'est p, donc c'est une fonction de x et de θ, donc c'est une statistique qui tend vers une loi normale centrée réduite, donc qui ne dépend pas du paramètre θ, donc du paramètre p. Donc c'est une fonction pivotale, mais c'est une fonction pivotale chiante, parce qu'elle ne nous arrange pas. Donc on veut la simplifier. Pour la simplifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, comme je le disais, quelques petits théorèmes. Le théorème qu'on veut appliquer, c'est le théorème de Slutsky. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si vous avez yn qui tend vers y loi et que vous avez zn qui tend vers c loi, avec c, attention, une constante, ça ne marche pas si ce n'est pas une constante, alors n'importe quelle fonction de yn et de zn va tendre vers c fois y. Pardon, pas c fois y, fois f de yc. Je pensais à ce qu'on allait faire. Ok? Donc ça, c'est le théorème de Slutsky, ici. Je vais peut-être l'écrire. Là, vous dites, super, mais je vois pas trop comment l'appliquer là-bas, et surtout, je vois pas en quoi ça m'arrangerait. Oui? N'importe lequel pour Slutsky. Après, justement, on va utiliser le théorème de continuité pour propager ça. Oui? Ah bon? Excusez-moi. Donc continue, de toute façon, elles sont toujours continues. Mais oui, ok. Parce qu'en fait, de toute façon, on va avoir besoin de la continuité pour utiliser le théorème de continuité, donc je me souvenais plus si elle était dans Slutsky ou dans la continuité. Mais d'accord. Ok. Donc ça revient au même. De toute façon, il faut qu'elle soit continue pour appliquer le théorème de continuité. On va voir ça dans 2 secondes. En l'occurrence, ici, la fonction à laquelle on va vouloir assigner Slutsky, c'est qu'on va vouloir faire le produit tout simplement pour enlever ce terme-là et le remplacer par un terme d'estimateur. Qu'on connaît, lui, parce que c'est un truc qu'on calcule. Donc, je vais vous montrer. Ce qu'on sait par la loi forte des grands nombres, c'est que x bar tend vers l'expérience de x, quand n tend vers l'infini, donc x bar, pardon, tend vers l'expérience de x quand n tend vers plus l'infini, donc l'espérance de x qui est égale ici à 1 sur p. Donc ça, c'est la loi forte des grands nombres qui vous le dit. Ensuite, ce que vous dit le théorème de continuité, c'est que la convergence que vous avez comme ça, vous pouvez la propager si vous la composez par n'importe quelle fonction continue. Ici, la fonction continue qui va nous intéresser, évidemment, ça va être de prendre l'inverse et de faire 1 moins la racine, enfin la racine de 1 moins ça. Donc ici, ça nous dit que
ça nous dit que la racine de 1 moins 1 sur x bar tend vers racine de 1 moins 1 sur, 1 sur p. Non, 1 en p, pardon. Donc par le théorème de continuité. Donc ici, donc par loi fois des grands nombres et par théorème de continuité. Ça, c'était le théorème de Slotsky. Et donc là, on commence à arriver à quelque chose d'intéressant, parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est diviser tout simplement ici, et on va obtenir que la fonction 1 moins p chapeau, donc je vous rappelle que 1 sur x bar, c'est p chapeau, c'est ce qu'on a écrit là-haut, sur racine de 1 moins p, ça tend vers 1. En loi, hein, d'ailleurs. Et donc, on va pouvoir utiliser, vu que 1 est une constante, jusqu'à preuve du contraire, on va pouvoir utiliser le théorème de Slotsky, en prenant ici comme fonction de y et de z la fonction produit. Donc on va l'appliquer ici. Ce qu'on obtient, c'est que la racine de n fois p x bar moins 1 sur racine de 1 moins p chapeau, du coup, parce que je multiplie par ceci, tend vers la fonction que j'avais ici multipliée par la constante, à savoir 1, et du coup, vers une loi normale centrée réduite. Et donc là, j'ai obtenu une fonction pivotale qui est un peu moins chiante, parce que le terme au dénominateur, qui est devenu un p chapeau, en fait, je peux le calculer, c'est un terme qui dépend de x bar, donc je peux le calculer assez facilement. Ok ? On va continuer pour construire l'intervalle de confiance. Donc ça, c'est la méthode un peu générale qui est toujours la même, hein, dans tous les exercices d'intervalle de confiance, c'est toujours ça dans cet ordre-là. Hein. Vous appliquez le théorème central limite. Une fois que vous l'avez appliqué, vous trouvez un truc plus ou moins dégueulasse. Vous voulez le simplifier, donc vous passez tous les termes qui dépendent de P d'un côté. Vous essayez de les simplifier en utilisant Slotsky. Pour ça, vous appelez une fonction qui va dépendre du coup de votre fréquence, donc pour utiliser la loi forte des grands nombres, puis le théorème des continuités, donc pour composer, et ensuite pour multiplier, donc pour supprimer des termes, et arriver à quelque chose de beaucoup plus simple. Ok ? Plus beaucoup de place. C'est pas très pratique. Ensuite, on va construire les intervalles de confiance, donc je vais faire un petit tour là-bas. Pour pas dire de bêtises. Donc on va construire l'intervalle de confiance, donc c'est la partie qui arrive là. Donc il y a aussi la méthode delta, c'est un théorème plus avancé que le théorème de Slotsky, mais qui est issu du théorème de Slotsky, donc c'est un cas particulier du théorème de Slotsky. Vous pouvez le regarder si vous voulez, ça vous facilite les calculs de temps en temps dans quelques cas particuliers, mais cette méthode-là marche dans tous les cas, au moins. Donc voilà, pareil, page 38-39 si ça vous intéresse. Ensuite, on va vouloir calculer donc les intervalles de confiance à partir de ça. Parce que vu qu'on s'est ramené à une loi normale centrée réduite, ici, on va pouvoir utiliser les propriétés de la loi normale centrée réduite, qu'on connaît en général, pour calculer les intervalles de confiance. Notamment, on va se dire que la probabilité... je vais juste garder ce qui est en bas, là. Je peux effacer tout le reste au-dessus, là ? Donc ce qu'on va savoir, nous, pour une loi normale, ce qu'on sait, c'est que la probabilité que quelque chose qui suit une loi normale, donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la probabilité de ce truc-là, que ce truc-là soit entre les deux quantiles, donc les quantiles ici, c'est l'inverse de la fonction de répartition pour certaines valeurs particulières. C'est les trucs pour lesquels on vous donne des tables en général. Donc, de toute façon, vous n'allez pas les apprendre par cœur.
Mais ici, généralement, ce qu'il faut retenir, c'est ici, on va obtenir le quantile. Donc le premier quantile, donc le quantile de gauche, et l'autre, le quantile à droite, évidemment. Donc le quantile de... Ici, ça va être gamma. De tête, c'est gamma... Et là, c'est gamma moins... Ah. Le 100 plus 1, peut-être. Voilà. Donc pour la propriété des quantiles en général, c'est que la probabilité que vous soyez dans cet intervalle entre deux quantiles, elle est égale à 1 moins alpha. Donc par exemple, si vous voulez que ce soit le RISC à 5%, comme ça l'est sur l'exemple ici, vous savez que la probabilité, vous avez 95% de chance d'être dans toute la partie en blanche. Donc la partie en blanche, c'est ce qui est entre les deux quantiles. Donc ici, c'est les deux quantiles de taille alpha sur 2 et de taille moins alpha sur 2 pardon, et alpha sur 2 ici. Pourquoi? Parce qu'on a juste pris le gamma ici que vous voyez, en fait, c'est juste qu'il vous permet de décaler, si vous voulez l'excentrer par exemple, d'un côté ou de l'autre, votre fonction, votre zone de confiance ici. Donc si vous voulez que la zone qui vous intéresse, elle soit plus décalée vers 0 par exemple, vous pouvez toujours avoir une probabilité de 5%, mais sur une partie qui est plus étendue de ce côté-là, ou plus étendue de ce côté-là. C'est à ça qui sert ce gamma, à slider un petit peu l'intervalle de confiance. Mais en général, on va le centrer et donc le prendre gamma est égal à alpha sur 2, et on se retrouve avec quelque chose de symétrique. Donc ici, ça c'est les trucs que vous trouvez dans les tables, de toute façon vous ne pouvez pas les inventer. Donc ici c'est moins 1,96 et 1,96. Et c'est les trucs qu'on vous donne dans les tables à chaque fois. Et donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est essayer d'isoler votre P pour avoir l'intervalle de confiance en fait, de votre P en fonction de ce que vous avez observé, donc des fréquences empiriques, etc., que vous avez observées. Donc là, je vais prendre mon intervalle et je vais simplifier tout simplement en P, essayer de retrouver mon P. Donc j'ai que Q de alpha sur 2 fois racine de 1 moins P chapeau sur N inférieur ou égal à P x bar moins 1 inférieur ou égal à Q, je vais l'appeler Q2, j'ai une barre d'écrire tous les alphas, Q1, Q2, Q2 fois, pareil, racine de 1 moins P sur N, et ensuite vous amplifiez la fin, et que 1 plus Q1 racine de 1 moins P chapeau sur N, le tout multiplié par 1 sur X bar est inférieur ou égal à P qui est inférieur ou égal à 1 sur X bar. Voilà. Donc là, vous avez votre intervalle de confiance à 95%, oui, c'est ça, 95%. Si vous prenez le quantile ici pour alpha égal à 5%. Est-ce que j'ai été clair? Parce que j'ai l'impression de bafouiller quand même vachement beaucoup sur ce truc-là. Est-ce que j'ai été clair à peu près ou pas? Donc ce que vous avez, c'est que vous avez, de base, vu que vous avez une loi normale centrée réduite, vous avez un intervalle sur lequel vous savez que la probabilité est égale à 1 moins alpha, donc ici 95% si on prend alpha égale 5%. Et ensuite, vous avez juste à transformer et à isoler du coup votre valeur vraie pour avoir l'intervalle de confiance donc, qui encadre cette valeur vraie avec une probabilité de 95%. Oui? Du coup, le Q, c'est la valeur tabulée qu'on... C'est ça. Le Q, c'est toujours des valeurs tabulées qu'on a dans les tables ici. En l'occurrence, la valeur de 1,96 ici, elle est assez importante parce que c'est très courant qu'on prenne 95%. Donc quand c'est le cas, et qu'on la centre, oui. Quand elle est centrée, quand l'intervalle est centré à 95%, c'est 1,96 et moins 1,96. Mais voilà, hormis ça, de toute façon, on n'est pas censé le savoir. Oui? Est-ce qu'il y a une méthode similaire quand on n'a pas justement une loi normale centrale réduite? De toute façon, avec le théorème central limite, tu es obligé d'avoir une loi normale. Après, tu la réduis toi-même, entre guillemets. Elle peut ne pas être, elle sera toujours centrée, elle peut ne pas être réduite, mais si elle n'est pas réduite, tu la réduis et elle est réduite. Voilà. Tu as juste à diviser par la racine de la variance, et tu obtiendras une loi normale centrée réduite. D'autres questions? Ouais.
ce qu'on a fait là depuis le serveur central limite Ouais. le début là. C'est pour trouver cet intervalle de confiance. En gros, quelles sont les bandes de P avec un nombre de pourcentage? C'est ça, c'est pour construire. Le but de tout ça, c'était de construire un intervalle de confiance. Donc pour ça, on a dû utiliser une fonction pivotale pour arriver du coup à une distribution connue qui ne dépend pas de notre paramètre, ici. Donc, et ensuite, pour pouvoir encadrer du coup notre... on a simplifié cette fonction pivotale avec le théorème de Slutsky pour qu'on puisse vraiment trouver un intervalle. Et ensuite, en connaissant du coup, avec les tables, l'intervalle de base, on peut transformer notre expression au centre pour obtenir l'intervalle de confiance. Ok? Ça a été clair? Cool. Si vous voulez plus de détails, pareil, je vous ai mis les pages en bas, ou plus tard. Ensuite, on va arriver sur quelque chose qui est la dernière partie du cours, donc la partie 3, donc c'est bien, on a bientôt fini. La dernière partie du cours, c'est vrai que j'efface, j'aurais peut-être pas dû. Peut-être des gens qui copiaient. Non? Ouais, je vais le réécrire. Donc la dernière partie du cours, c'est sur les tests d'hypothèse. Les tests d'hypothèse, c'est quoi? On va comparer en fait une hypothèse qu'on avait au préalable. Par exemple, on fait l'hypothèse qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter derrière la porte, ce que vous voulez, ou alors qu'il y a une pizza derrière la porte, j'en sais rien. Et vous voulez confronter ça du coup à une hypothèse qui est l'hypothèse par défaut. L'hypothèse par défaut, c'est que malheureusement, il n'y a pas de pizza derrière la porte, ce qui est très probable. Et donc en général, quand on va vouloir comparer du coup des hypothèses comme ça, quand on va vouloir comparer des théories, en fréquentisme toujours, on va vouloir dire lesquelles sont distinguer les vraies des fausses et distinguer à partir d'un moment, on va décider qu'une théorie est fausse, qu'une théorie est vraie en fonction des données qu'on a accumulées. Donc pour ça, on a des noms entre guillemets, c'est l'hypothèse A0, ce sera l'hypothèse par défaut. Donc c'est l'hypothèse, par exemple, il n'y a pas de pizza derrière cette porte. Donc c'est l'hypothèse par défaut. Et l'hypothèse H1, ce sera l'hypothèse alternative. Donc on va comparer une hypothèse à son hypothèse alternative. Ici, par exemple, il y a une pizza derrière cette porte. Dans cette hypothèse-là, en fait, on a des paramètres qui peuvent avoir plusieurs valeurs. Si je reprends un exemple de tout à l'heure, par exemple, on peut considérer que... Je peux effacer ça? On peut considérer que... on sait qu'une distribution de probabilité suit une loi normale. On sait que x1, xn suivent une loi normale qui est de variance sigma, mais on n'est pas trop sûr, entre guillemets, du θ étoile, du vrai θ ici. On a une hypothèse, la première hypothèse qu'on a, l'hypothèse H0, donc l'hypothèse par défaut, ce serait que θ0 soit égal à 0. Donc qu'elle soit centrée tout simplement. Et on peut avoir une hypothèse alternative, et on peut dire que, en fait non, ça se trouve, elle est plus... Elle est centrée en 1. Là, vous dites que c'est extrêmement réducteur, un petit peu. Exactement. Ici, ça va être le cadre des lois simples. Les lois simples, c'est quand nos modèles, nos paramètres, vont avoir qu'une seule valeur possible dans notre hypothèse. Donc ici, soit θ égale 0, soit θ égale 1. C'est très limité, mais c'est simple. C'est le principe des trucs simples. On va différencier des choses qui sont, donc des hypothèses qui sont complexes, ou complexe, c'est pas forcément le mot, c'est composite, excusez-moi, plus le mot. Donc composite qui ont plusieurs termes. Donc ici, c'est par exemple, si on voulait dire que l'hypothèse, c'est pas que θ1 soit égal à, enfin que θ soit égal à 1, c'est que, par contre, juste dire que θ étoile est différent de 0. Donc toutes les autres valeurs. Et là, ça devient beaucoup plus le bordel, évidemment. Parce qu'au lieu de comparer une valeur à une autre valeur, bah, vous en avez une infinité. Pour ça, on va utiliser des statistiques de test. Une statistique de test, ça va être une statistique, encore une fois. Donc ça va paraître être une fonction t qui va dépendre des données et des paramètres, et qui va généralement nous définir un espèce de seuil à partir duquel on va accepter ou refuser la théorie 1, la théorie H1. Ou alors accepter ou refuser la théorie H0. Il y a beaucoup de vocabulaire dans ce truc-là, et c'est surtout ce qui est important, parce que les exos sont assez tous différents. Ce qui est important, c'est surtout de comprendre le fond qu'il y a derrière, donc ce que je suis en train de dire, plutôt que de comprendre les exos en particulier. Ensuite, il y a beaucoup de vocabulaire dans ce truc-là. Il y a notamment, on va vouloir
tester si on se trompe ou pas. La probabilité qu'on se trompe, sachant qu'on se place dans une hypothèse, qu'on se trompe, ou alors la probabilité qu'on ait raison, sachant qu'on s'est placé dans une hypothèse. Pour ça, on va se placer dans le cas où on sait que θ égale 0, par exemple, et on va regarder la probabilité qu'on ait supposé que H1 soit vrai. Donc la probabilité qu'on ait décidé H1 avec notre fonction de test, alors que, en vrai, c'était θ0 qui était vrai. Ça, c'est ce qu'on va appeler le premier risque, le risque alpha, le risque de première espèce. Ce risque-là, il est très très important, on va en parler beaucoup après. C'est pour ça qu'il est en rouge aussi. Ce test-là, du coup, évidemment, ce risque, on va vouloir le minimiser. Généralement, on va vouloir le minimiser ou alors le fixer et essayer de faire varier d'autres paramètres. Notamment, ici, on a la puissance et le risque de seconde espèce. Donc vous voyez que les diagonales, généralement, c'est pas bon. Hein. Si vous supposez, si θ0 est vrai et que vous trouvez H1, c'est que vous êtes trompé. Et si θ1 est vrai et que vous trouvez H0, c'est que vous êtes trompé aussi. Donc dans les deux cas, il y a les risques de première et de seconde espèce. Et nous, ce qu'on va vouloir maximiser, par contre, c'est la puissance de notre test. La puissance de notre test, c'est sa capacité à dire que l'hypothèse H1 est vraie quand elle est vraie. Tout simplement. Donc beaucoup de vocabulaire, hein, c'est surtout ça. Et donc la puissance, évidemment, on va vouloir la maximiser. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un seuil alpha. Donc ici, on avait par exemple alpha égale 5%. Donc on ne veut pas se tromper à 95%. Donc on fixe un seuil à 5%. Et dans ce test à 5%, on veut trouver le test le plus puissant. Quel est le test qui va nous permettre d'éliminer avec le plus, d'accepter avec le plus de probabilité H1, sachant que H1 est vrai. Pour ça, pour quantifier tout ce domaine-là, on a une fonction puissance. Alors il faut faire attention, parce que là vous avez de la puissance, et ça c'est aussi la fonction puissance. Alors oui, c'est piégeux. Ce que c'est exprès, je ne sais pas, mais c'est mal foutu. Dans l'idée, la fonction puissance, du coup, c'est pour toutes les valeurs de θ, donc là, ici, pour toutes les valeurs de θ qu'on peut vouloir prendre, on va quantifier la probabilité qu'on ait prédit H1 pour n'importe quelle valeur de θ, et après, selon si ces valeurs de θ appartiennent à l'ensemble des θ0, donc ici, c'est juste 0, par exemple, ou alors aux autres, donc par exemple toutes les autres, eh bien, on va tomber dans le cas soit du risque de première espèce, soit de la puissance. Oui ? C'est un nombre, c'est une probabilité. C'est la probabilité de prévoir que l'hypothèse H1 est vraie avec ton test, donc le test ici, la statistique de test. On va utiliser un test, et c'est la probabilité que ce test prédise que H1 est vrai, sachant que H1 est vrai. Voilà. Tu pourrais très bien avoir un test qui est faux, entre guillemets, et qui te prouve que H1 est vrai, alors que H1 est faux. C'est un test qui est un peu nul. Et c'est justement ce qui se passe quand tu es ici. Ça te prouve justement, c'est le risque de première espèce, c'est quand tu prouves que H1 est vrai alors qu'il était faux. À partir de ce risque de première espèce, on va définir ce qu'on appelle la taille. La taille, ça va être pour les problèmes complexes, donc pour les hypothèses complexes. Pour les hypothèses complexes, la taille, ça va être le sup, du coup sur toutes les valeurs qui appartiennent à θ0, donc sur toutes les valeurs de notre hypothèse nulle, donc l'hypothèse de départ, on va considérer du coup tous les alphas sur tous ces tests-là, et le sup de tout ça, ce sera la taille de notre test. Excusez-moi. Bon, ça fatigue un peu. Ensuite, on va définir à partir de la puissance le caractère uniformément plus puissant. On aura des tests, pareil, qui sont uniformément plus puissants dans des cas complexes, donc dans les tests complexes, lorsque, par exemple ici, pour toute valeur qui n'est pas 0, donc pour toute valeur qui appartient à θ1, eh bien, la puissance d'un test est plus supérieure à l'autre, par exemple. Donc beaucoup de vocabulaire, vous inquiétez pas, on va l'appliquer tout à l'heure. Et enfin, le Graal un petit peu des fréquentistes, c'est la p-value. La p-value, c'est quoi? C'est le truc que vous voyez dans toutes les études scientifiques qui est censé justement donner une crédence que vous devez avoir en un résultat. C'est-à-dire que votre p-value, elle va quantifier justement la certitude que vous pouvez avoir en vos résultats et à quel point est-ce qu'ils seront extraordinaires, entre guillemets. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente la p-value? La p-value, ça va représenter la plus petite valeur de alpha pour laquelle vous allez justement rejeter le test H0. Donc, par exemple, si je vais vous montrer ici.
Par exemple, imaginez que j'ai une loi normale ici centrée réduite, comme ça, et ça c'est mon hypothèse H0, c'est justement que ma moyenne est ici. Voilà. Mais en pratique, si j'observe par exemple que la moyenne que je trouve, si le test que je prends c'est la moyenne, je regarde la moyenne de mes échantillons, et si la moyenne est trop haute, je vais dire que mon test est faux ou trop basse, si elle est trop éloignée de 0. Quoi. Donc par exemple, je vais mettre une limite ici, et je vais dire que là, ça c'est ma limite de test, alpha, à partir duquel mon hypothèse, ici je considère que H0 est vrai, H0 est vrai, et là je vais considérer que H0 est fausse. Donc c'est un test, pareil, c'est une statistique, donc ça dépend des données que je vais observer, etc. Donc ici ça va dépendre des données, vu que mon test, comme j'ai dit, c'était la moyenne empirique, et j'allais voir si elle était passée ou elle restait là. La p-value, justement, c'est, je sais pas, une clé de couleur différente? Non, tant pis. Peut-être là, yes. La p-value, c'est justement, vous allez regarder vos données, donc par rapport à ce seuil que vous avez posé, vous allez regarder vos données, et selon si vous êtes au-dessus de ce seuil, vous allez dire que H1 est faux, et si vous êtes en dessous de ce seuil, vous allez dire que H0 est vrai. Et donc ce test-là, cette p-value-là, c'est quand vous prenez vos données empiriques et que vous les constatez, vous regardez à quel point est-ce qu'elles sont extraordinaires. Donc c'est la probabilité qu'elles soient arrivées, entre guillemets, par hasard. Donc les statistiques de test, on va vouloir faire dessus, on va vouloir déjà les construire. Si les statistiques sont simples, la meilleure façon de le construire, il y a une façon simple, c'est toujours le rapport de vraisemblance. On va vouloir transformer en test plus simple. Je vais juste vous montrer l'algorithme, je commence à fatiguer trop pour réfléchir à un exemple. Je vais juste vous montrer l'algorithme, et après, pour ceux qui veulent, on verra plus calmement l'exo tout à l'heure, un exo tout à l'heure. Mais je vais clôturer un peu tout ça, parce que je vois des gens qui commencent à partir au fur et à mesure, ce que je comprends. Donc, la construction elle va être soit simple, soit complexe. La différence, ça va être simple. Si votre hypothèse est composée, ça va être chiant. Vous allez devoir vous taper des trucs théoriquement lourds qui sont dans le poly et que je ne vais pas détailler ici. Ou alors, vous allez poser une zone de rejet arbitraire. C'est-à-dire que vous dites, à partir du moment où on est... donc là, je reprends mon exemple de loi normale. Vous allez dire qu'à partir du moment où on dépasse ce seuil, où on sort de ça, là, je vais rejeter l'hypothèse H0. Donc, par exemple, soit des trucs arbitraires, soit des trucs théoriquement lourds, pour les trucs complexes. Et pour les trucs simples, il y a juste la méthode du rapport de vraisemblance, que je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez, mais qui est dans les premiers exos du TD5, si vous voulez. Il y a les corrections sur Edunao. Donc vous allez essayer de trouver le rapport de vraisemblance et faire une fonction quelconque du rapport de vraisemblance et qui fait en sorte que vous allez tester du coup ce rapport de vraisemblance. Lorsque la vraisemblance du coup d'une hypothèse par rapport à l'autre dépassera un certain seuil, alors vous allez dire qu'une hypothèse ou l'autre est rejetée. Et quand vous faites ça, en fait, vous vous assurez que votre test est uniformément plus puissant. C'est pour ça que c'est bien quand c'est simple. Parce que si vous avez juste que deux valeurs, le test des rapports de vraisemblance est uniformément plus puissant. Ensuite, vous allez vouloir évaluer du coup votre test. Donc, comme on disait tout à l'heure, la taille qu'il a, donc c'est sur le sup, sur toutes les valeurs de H0, de θ0 que θ0 peut prendre. Vous allez prendre la plus grande des risques de première espèce, donc le plus grand des risques de première espèce, c'est ça la taille de votre test. Généralement, on veut minimiser la taille. Comme on disait, la puissance, c'est ce qui est important, c'est ce qui permet d'accepter l'hypothèse H1 quand elle est vraie, justement, et donc on veut que ce soit le plus haut possible. Ensuite, il y a la p-value, le truc que je n'ai pas réussi à décrire, mais qui se calcule très simplement quand vous avez des statistiques simples, c'est-à-dire que c'est juste 1 moins la fonction de répartition prise dans vos données, donc au test de vos données, pardon. Et donc ça vous calcule instantanément la p-value. Et quand vous allez comparer, vous allez vouloir comparer des tests à d'autres. Ce que vous allez vouloir comparer, c'est le caractère uniformément plus puissant, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que pour toutes les valeurs de θ1, donc de l'hypothèse 1, vous allez considérer que la puissance du coup, de votre test est plus forte que celle des autres tests. Ça, c'est un test qui est uniformément plus puissant. Et comme on disait tout à l'heure, le rapport de vraisemblance, justement dans le cas des tests simples, est uniformément plus puissant par définition par rapport à tous les autres, d'où le fait que ça marche toujours dans le cas simple. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet amphi de révision, qui s'est éternisé un petit peu sur la fin, mais je suis content de vous avoir vu, et j'espère que ça vous a aidé dans vos révisions, ou au moins que ça vous a lancé dans vos révisions, et que ça vous a donné des pistes.